Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut enrichir l'analyse des données avec des connaissances que l'on peut obtenir sur les habitudes de consommation ou les motivations de consommation des clients. Donc, l'exemple que j'ai choisi pour illustrer ça, c'est l'exemple de la demande alimentaire qui est beaucoup étudié dans la littérature. Donc, la demande alimentaire, elle va dépendre de plusieurs facteurs, des prix des biens alimentaires, des revenus des consommateurs, mais également de caractéristiques intrinsèques des biens alimentaires qu'on va acheter, que ce soit des caractéristiques subjectives, le goût des produits qu'on achète, ou des caractéristiques objectives comme leur qualité nutritionnelle. Une première connaissance que l'on peut utiliser pour modéliser la demande en produits alimentaires, c'est le fait qu'une augmentation des prix réduit la consommation. Plus c'est cher, moins les gens vont acheter. Donc ça, c'est une observation qu'on va pouvoir intégrer dans nos modèles de prévision. D'autres connaissances qu'on va pouvoir intégrer relient l'augmentation des revenus à la consommation. Donc en ce qui concerne le revenu, plus les gens ont d'argent, plus ils vont dépenser en nourriture. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la répartition de leurs dépenses alimentaires ne va pas être homogène. On va avoir, lorsque les revenus augmentent, une augmentation des produits qui sont identifiés comme étant des produits de luxe et une diminution de la consommation des produits qui sont considérés comme ayant une valeur inférieure. Ainsi, si on a une augmentation de nos revenus, on va diminuer la consommation des raviolis, on va augmenter un peu la consommation de fromage râpé, qui est un produit standard qu'on utilise souvent, et on va augmenter plus la consommation des biens identifiés comme de luxe, comme les filets mignons ou le foie gras ou le champagne, par exemple. Donc ça, c'est des connaissances qui ont été accumulées en faisant une analyse fine des comportements des consommateurs, en interviewant des gens et en observant les comportements des gens dans les supermarchés ou chez eux. Ce qu'on peut également modéliser, c'est que les demandes des produits alimentaires ne sont pas toutes indépendantes. Ainsi, on va acheter des produits pour les consommer ensemble. C'est typiquement le cas pour les céréales et le lait au petit déjeuner. Si une augmentation des céréales, de la consommation du céréal, il y aura aussi une augmentation de la consommation de lait, parce que manger des céréales sèches, c'est pas très bon. De la même manière, si on augmente la consommation de beurre, on va sûrement diminuer un peu la consommation de margarine ou d'huile, parce qu'on ne peut pas mettre du beurre dans tout, ça va remplacer d'autres choses. De ce fait, l'augmentation ou l'évolution des prix de l'un ou l'autre de ces produits va avoir un impact sur la consommation d'un autre. Donc c'est intéressant d'identifier ces relations de complémentarité ou de substitution entre les produits. Par ailleurs, la demande alimentaire va subir de fortes fluctuations saisonnières qui sont liées à la fois aux habitudes de consommation, mais également à la disponibilité des produits. Il y a des pics, notamment au moment des fêtes, sur différents produits. Donc il y a beaucoup plus de demande pour les chapons aux périodes des fêtes de fin d'année. Personnellement, moi, je n'ai jamais mangé de chapon en dehors des fêtes de fin d'année. Ce qui est intéressant de regarder sur les produits alimentaires, c'est qu'on va avoir un prix qui va bien sûr dépendre de l'offre, comme tous les produits de consommation, mais ce prix va être décorrélé de la qualité du produit. C'est au moment où la qualité des produits est la meilleure que le prix va être plus bas. C'est typiquement en pleine saison des fraises que les fraises ont le meilleur goût parce qu'elles ont poussé avec plein de soleil, que vous allez payer un prix bas, alors que si vous voulez acheter des fraises à Noël, les fraises seront d'un goût très mauvais parce qu'ils auront été cueillis au Chili
encore vertes, elles ont transité en bateau, mais elles sont très chères. Donc ça, c'est intéressant de voir que le prix va dépendre du volume, mais pas du tout, ou très peu, de la qualité du produit. Et une spécificité de produits alimentaires qui fait qu'il y a eu beaucoup d'études dessus, c'est que les clients sont assez captifs, c'est-à-dire qu'on est limité à l'offre qui va être disponible près de chez soi. On ne va pas prendre sa voiture et faire 200 km pour aller s'acheter une barquette de fraises ou une bourriche d'huîtres. On va acheter ce qui est à disposition à côté, dans un rayon de quelques kilomètres autour de chez soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ces produits-là. C'est pourquoi il y a une grosse littérature sur la demande alimentaire. Une autre raison pour cette richesse de la littérature, c'est la force de frappe en fait, des chaînes d'hypermarchés qui ont leur propre centre de recherche et développement, à la fois sur les techniques de vente, savoir comment organiser le magasin pour que vous inciter à acheter plus, mais également sur comment identifier les profils de consommateurs et comment anticiper ce que les gens vont faire pour mieux achalander les magasins. Donc beaucoup de recherches dans ces domaines-là. Il y a deux modèles qui sont des modèles anciens mais qui sont encore beaucoup utilisés, dont je voulais vous parler. Le premier modèle, c'est le modèle qui a été développé par Baker et enrichi par Lancaster par la suite, qui se place du point de vue du consommateur et qui va essayer d'identifier pour chaque produit l'utilité que le consommateur peut en avoir et va identifier comment l'utilité d'un consommateur peut être maximisée en fonction de son portefeuille financier, donc de l'argent qu'il veut attribuer à ce poste de dépense. Un autre modèle qui, je ne vais pas dire qui s'oppose, mais qui n'est pas totalement aligné sur ce premier modèle, c'est le modèle hédonique, qui va non plus s'attacher à une notion d'utilité, mais une fonction de valeur et de caractéristiques du produit en tant que tel, plus forcément liées au consommateur qui va l'acheter. Donc c'est deux notions différentes. D'un côté, on va s'attacher au consommateur, de l'autre côté, on va s'attacher au produit. Et selon le modèle que l'on aborde, on aura une représentation différente de la réalité et différentes prévisions. Typiquement, là, pour Baker, l'idée, c'est qu'on va acheter des choses pour produire des repas. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'utilité pour le consommateur qu'il va falloir représenter, modéliser pour mieux comprendre les substitutions et les complémentarités et mieux représenter globalement le comportement d'un foyer. C'est aussi grâce à ça qu'il arrive à modéliser le fait que la restauration hors domicile ait explosé dans les dernières années. Pour le modèle hédonique, on va prendre en compte des attributs liés aux produits qui peuvent être subjectifs, comme le goût, l'aspect santé que l'on va attribuer à un produit ou pas, et puis des aspects objectifs que sont les qualités nutritionnelles et la praticité. Même si sur la praticité, on peut se poser la question de la subjectivité, est-ce que c'est vraiment pratique d'acheter du riz en sachet par rapport à du riz en vrac? Personnellement, une fois que vous l'avez mis dans votre casserole, pour le faire égoutter, moi j'estime que c'est la même praticité, mais il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour avoir des petits sachets de riz pour pouvoir plus facilement les égoutter après dans leur casserole. C'est vraiment des représentations différentes de la valeur qu'on attribue aux fonctionnalités. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand on est Leclerc, Carrefour, c'est important de savoir comment les gens vont évoluer dans votre supermarché et comment achalander le magasin, comme je le disais précédemment. Mais aussi, si vous êtes Danone ou Charal, vous avez
envie de gagner des parts de marché, vous avez envie d'attirer le consommateur et donc vous créez des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits ont finalement assez peu de chances de survivre à leur première année. Donc c'est important d'identifier pourquoi les consommateurs vont aller vers tel ou tel produit pour essayer de minimiser le risque. Parce que développer un produit alimentaire, ça coûte très cher. Développer une recette en tant que telle, c'est assez facile. Développer une recette qu'on est capable de maintenir à un niveau de production industriel avec une stabilité du goût, c'est compliqué. Quand on parle de recettes, on parle aussi d'emballage et de contenants associés. Donc c'est vraiment un coût de développement important. Et si on rate, en dehors du coût de développement du produit, on a également les coûts marketing associés, potentiellement une détérioration de l'image de marque. Donc c'est important d'essayer de réduire les risques de ce ratage. Donc il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites dans ce domaine-là parce que on ne comprend pas encore pourquoi tous les gens consomment tel qu'ils le font, notamment avec des actes de plus en plus politiques lors de l'achat. On va ne plus acheter du tout en boîte parce qu'on n'a plus envie de cautionner le fait qu'il y ait des dauphins qui se prennent dans les filets, par exemple. Ça, c'est un acte politique qu'on ne peut pas modéliser avec les modèles hédoniques ou celui de Becker. Donc il faut vraiment trouver d'autres modèles qui permettent de représenter la prévision, puisque ce sont des domaines où le passé ne va pas suffire pour prévoir le futur. Il faut être capable, en plus de ces informations, ces données sur le passé, d'intégrer les informations sur l'environnement et sur les tendances de fond de la société, que ce soit l'évolution des croyances religieuses ou éthiques. Je donne l'exemple de la réduction de l'achat du thon en boîte pour sauver les dauphins, des considérations sociétales et environnementales, notamment sur le développement des produits bio ou la diminution des nitrites dans le jambon, par exemple, et puis la prise en compte de nouvelles normes et de nouvelles contraintes sur le transport, le stockage, qui va aussi modifier la manière dont les gens vont pouvoir avoir accès aux produits et du coup dont ils vont pouvoir consommer. Donc tout ça, ce sont des connaissances qu'il faudra utiliser pour enrichir les modèles que l'on fera à partir des données brutes. À partir des données brutes, on sera capable de prévoir un futur, mais cette prévision, on va la modifier à partir des informations et des connaissances que l'on aura récupérées sur les raisons explicatives du comportement des consommateurs.